Alors, ich bin sehr glücklich, Hans Bouillon einzuladen. Heute spricht über den deutschen Wiederaufbau seit dem Zweiten Weltkrieg. Alors, je vais poursuivre en français ici, bien entendu. Alors, je voudrais vous dire que M. Bouillon est professeur à l'Université de Louvain. Il est linguiste, grammairien. Il est, comment dirais-je, il est l'auteur d'une thèse sur la sémantique des prépositions en allemand. Et je voudrais vous montrer des grammaires qu'il a commis et qui servent de base, entre autres choses, à la Sorbonne. Alors, les étudiants d'allemand connaissent bien ces livres. Il s'agit tout d'abord de la grammaire allemande parue chez De Boek de Schumacher et Bouillon, et d'autre part de la grammaire ici pratique de l'allemand, publiée également chez De Boek, avec exercices ciblés. Voilà. Je dois vous dire également qu'il a enseigné longtemps également à la HEC à Liège, et j'ai vu dans sa bibliographie qu'il, comment dirais-je, a publié des ouvrages également liés à l'allemand commercial. Voilà. Alors, nous allons donc fonctionner de la manière suivante, puisque nous avons ici deux groupes, un groupe de premières sciences humaines, et d'autre part, un groupe comprenant des premières et deuxièmes allemands. Voilà. Alors, l'exposé va se faire, et les questions-réponses vont se faire dans les deux langues. Il est évident que les étudiants d'histoire-géo poseront les questions en français, et M. Bouillon va leur répondre bien entendu en français, cela va de soi. D'autre part, les étudiants qui sont dans la section germanique, eux, poseront les questions s'ils en ont en allemand, et M. Bouillon leur répondra en allemand. Alors, j'ai posé la question à Claudia, qui se trouve ici au premier rang, et qui a bien voulu accepter, mais peut-être que sa voisine ou d'autres, Daphné, accepteront peut-être de prendre le relais à un moment donné pour traduire sous une forme résumée ce que M. Bouillon va dire en allemand, de telle manière que les étudiants qui n'ont pas de notion d'allemand puissent évidemment suivre l'exposé. Hein. Donc, le but, c'est quand même que tout le monde comprenne. C'est pas un cours d'allemand, ça va de soi. Voilà. Alors, j'ai discuté un petit peu avec M. Bouillon et j'ai proposé, enfin, il m'a proposé plutôt un plan que je vais suivre pour la facilité, plan que vous allez voir qui est très pédagogique. Voilà, alors je vais lui poser les questions en allemand, il répondra en allemand et je demanderai à Claudia ou à Daphné de bien vouloir assurer une traduction, mais c'est une forme résumée, hein, bien entendu. Alors, première question. Warum wurde Deutschland geteilt und wie war die Lage des Landes 45? Danke, Herr Dufali. Zuerst das allererste, was ich sagen möchte, es ist ein Dank aussprechen, ganz kurz an Sie, Herrn Dufali, dass Sie mich eingeladen haben, aber auch die Kollegin Lekim, die wirklich die Eleganz hat, mein Buch zu gebrauchen hier. Das freut mich sehr. Ich danke dafür und auch, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier mich mit Ihnen zu unterhalten. Also ganz kurz. Ja. Donc, Monsieur Bouillon remercie Monsieur Dufali et Madame Lekim pour l'invitation qu'il a reçue à venir s'exprimer ici. Et la question était pourquoi est-ce que l'Allemagne a été divisée en deux et quelle était la situation du pays entre 40 et 45, c'est ça? En 45. Also zuerst mal, warum wurde Deutschland geteilt? Viele von Ihnen werden wahrscheinlich sich diese Frage gar nicht mehr stellen müssen. Ich stelle fest bei meinen Studenten, dass die meisten Studenten schon geboren waren, als Deutschland wiedervereint wurde. Also die finden es ganz normal, dass Deutschland heute ein Land ist. Oui, alors la question du partage de l'Allemagne en deux Allemagnes ne se pose plus actuellement aux étudiants de votre génération, car la plupart étaient déjà nés lors de la réunification de l'Allemagne. Donc c'est une situation normale pour vous actuellement. Der wahre Grund, warum man Deutschland geteilt hat, 1945, ist der Grund, dass man eigentlich das alte Mitteleuropa schwächen wollte. Mitteleuropa, das war
wirklich ökonomisch am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Block, würde ich sagen, der bestand aus Deutschland, Deutschland-Preußen, das alte Preußen, plus Österreich, die eigentlich die stärkste Wirtschaftsmacht waren am Anfang des 20. Jahrhunderts. La division de l'Allemagne a surtout été mise en place pour affaiblir l'ancien bloc de l'Est, de l'Europe centrale, car l'Allemagne et l'Autriche, l'Allemagne-Prusse et l'Autriche étaient vraiment des puissances économiques très très grandes, les plus grandes puissances économiques de l'époque. Dieses Gebilde, diese Assoziation hatte den Ersten Weltkrieg, kann man sagen, ausgelöst, hatte aber den Ersten Weltkrieg verloren. Und nach dem Verlust des Ersten Weltkriegs gab es Verschiebungen in den Territorien und das unter anderem löste den Zweiten Weltkrieg aus. Also zum zweiten Mal wurde Deutschland wieder das stärkste Land unter Hitler und auch militärisch das offensivste Land. Also man hatte eine zweite Erfahrung mit Deutschland, die in Europa ziemlich negativ war. Oui, en 1945, donc, on a constaté que l'Allemagne était de nouveau au centre d'un conflit. Donc, lors de la Première Guerre mondiale, c'est justement l'association Autriche-Prusse-Allemagne qui a déclenché la guerre et l'Allemagne s'est reconstruite à la fin du premier conflit de la Première Guerre mondiale et s'est reconstruite sous Hitler. C'est de nouveau devenu une puissance, une très grande puissance et ça a débouché sur un deuxième conflit mondial. Also einmal Deutschland stark, zweimal stark. Das zweite Mal brauchte man die ganze Welt, um Deutschland zu besiegen. Und am Anfang des Krieges war Deutschland wirklich überall Sieger. Gegen den Westen hat sogar Frankreich besetzt, muss man noch sagen, es kommt vielleicht zur Frage, also nochmal neu zur Frage. Also Frankreich ist besetzt, bleibt aber zur Hälfte frei unter deutscher Kontrolle. Deutschland beherrscht also ganz und gar den Westen und dann wendet sich Deutschland gegen den Osten und greift Russland an. Dann hat Deutschland zwei Fronten. Aber die Russen zuerst und danach der Westen fangen an, Deutschland zu besiegen. Also es gibt hier zwei Mächte, oder zwei koalisierte Mächte, die Deutschland vom Osten und vom Westen besiegen. Oui, alors l'Allemagne s'est d'abord tournée vers la France, elle a occupé la moitié de la France et ensuite elle s'est aussi tournée du côté de l'Est, pays de l'Est, Russie, etc., qu'elle a aussi occupé. Donc ça fait finalement l'Allemagne avait deux fronts, l'un occidental et l'autre à l'Est. Et ces deux fronts se sont finalement organisés pour, séparément, pas ensemble, chacun a décidé aussi de s'en prendre à l'Allemagne. Erste große Niederlage im Osten, Stalingrad. Gibt es Filme, können Sie viel darüber lesen und sehen. Da verliert Hitler den Krieg gegen Stalin. Und im Westen ist es die Landung in der Normandie. Und als beide Sachen geschehen sind, treffen sich die Russen und der Westen in Jalta auf der Krim. Und das ist 1945. Und da beschließen diese Mächte, Deutschland zu teilen. In Jalta haben wir aber nur drei Teilnehmer. Wir haben Roosevelt, wir haben Churchill, wir haben Stalin. Wir haben nicht Frankreich.
Frankreich ist abwesend. Denn de Gaulle, der den Krieg gegen Deutschland gemacht hat, konnte es nur von London aus. Man hat de Gaulle nicht eingeladen. Deswegen beschließt man, diese 3 Siegermächte, später sind es 4, diese 3 beschließen, Deutschland zu teilen, um die deutsche Macht, das deutsche Gewicht in der Welt einfach stark zu reduzieren. Oui, alors la première défaite d'Hitler a eu lieu à Stalingrad. Et, pardon ? Sur le front de l'Est. Oui, sur le front de l'Est et plus particulièrement. Oui, donc d'un côté en Russie. Ensuite, il y a eu aussi le débarquement en Normandie, qui était la deuxième défaite d'Hitler. Et donc, les vainqueurs de la guerre se sont réunis en 1945 à Yalta pour décider en fait du sort de l'Allemagne. Et il y a eu seulement 3 protagonistes, les Américains avec Roosevelt, les Anglais avec Churchill et les Russes avec Staline, évidemment. De Gaulle, le côté français, n'est pas venu à Yalta, il se trouvait à Londres. On ne l'a pas invité. Donc ces 3 puissances ont décidé de séparer l'Allemagne, de diviser l'Allemagne pour l'affaiblir, en fait, vraiment. Damals war Roosevelt ein schwerkranker Mann und Stalin war die Bestie, die wir kennen. Und Churchill war eigentlich der Normalste. Ich würde sagen, schade, dass de Gaulle nicht da war. Aber diese 3 Menschen haben die Welt geteilt. Nicht nur Deutschland, aber auch später Europa und sogar die ganze Welt. Das ist der Anfang des Eisernen Vorhangs. Donc ces 3 hommes, Roosevelt, Churchill et Staline, ont vraiment décidé du sort du monde entier et pas seulement de l'Allemagne. Monsieur Bouillon précise que Churchill était le plus normal des 3, si on peut dire ça, Roosevelt étant malade et puis Staline étant ce qu'il est. Donc voilà, ces 3 personnes ont vraiment décidé du sort non seulement de l'Allemagne, mais aussi du monde tel qu'on l'a connu pendant un certain temps, car il y a eu le rideau de fer, la séparation des pays de l'Est et de l'Ouest. Damit verstehen Sie auch, als 1989 die Berliner Mauer fällt, wir werden gleich sehen, wie sie gebaut wurde, damit verstehen Sie, warum das Ende einer Epoche ist. Das ist das Ende der Epoche Yalta, wo die Welt geteilt war zwischen Osten und Westen. Donc la chute du mur de Berlin de 1989, c'est vraiment la fin d'une époque, la fin du monde divisé en 2 Est-Ouest, en 2 blocs. Donc c'est vraiment la fin de cette division. Alors, möchten Sie die Geschichte der 2 Deutschland-Bundesrepubliken DDR zwischen 45 und 89 erklären? Ja, also wir sind jetzt 1945, die beiden, also Deutschland ist geteilt zwischen einerseits der Zone, der Besatzungszone der Russen und andererseits zwischen der Besatzungszone der 3 anderen Siegermächte, die sich Deutschland geteilt haben. Ein ganz kleines Detail. Ich war diesen Sommer in Buchenwald und habe da 5 Kilometer von Weimar entfernt das Konzentrationslager gesehen. Es wurde befreit durch die Amerikaner. Aber es wurde den Russen übergeben, weil man die Demarkationslinie anders gezeichnet hatte. Eigentlich war es ein Abkommen, dass eigentlich ein östliches Deutschland entsteht und ein westliches. Und das war ganz genau vorgezeichnet. Und im Osten wird
Planwirtschaft herrschen und im Westen die Marktwirtschaft. Oui, alors la question était donc de décrire brièvement l'histoire de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Donc en 1945, les deux Allemagnes ont été divisées, l'Allemagne de l'Est étant ce qui appartenait aux Russes, donc un côté russe finalement, et le reste de l'Allemagne, les autres, comment on peut l'appeler, ceux qui ont gagné, les autres vainqueurs, ont pris l'Ouest. Et vous avez mentionné donc que vous étiez à Buchenwald, qui était un centre de concentration. Monsieur Bouillon a visité ce centre de... C'est pas un centre de concentration. Un camp de concentration. Ce camp de concentration Buchenwald a été donné en fait aux Russes parce que il y a une ligne de démarcation nette qui avait été dessinée sur la carte à l'époque de la division des deux Allemagnes. Oui, il a été libéré par les Allemagnes. C'était les accords. Eine Ausnahme ist Berlin. Berlin, die alte Hauptstadt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sagte man kulturell in einem Zug Paris, London, Berlin. Berlin war phänomenal, Berlin war die Hauptstadt und Berlin war natürlich auch die Hauptstadt der Nazis. Und deswegen wurde Berlin auch aufgeteilt in einen amerikanischen Sektor, einen französischen, englischen und einen russischen Sektor. Und für diejenigen, die sich für das Kino interessieren, der dritte Mann spielt, glaube ich, in diesem Bereich von der Film von Orson Welles, ne, wo eigentlich die Sektoren aufgeteilt waren. Das können Sie vergessen. Ist es? Das ja auf Englisch gelesen. Ja, der dritte Mann. Einfach so, um ein bisschen die Stimmung dieser Zeit zu zeigen, wie die Stadt geteilt war in militärischen Zonen. Das ist wichtig, nämlich Deutschland ist geteilt, aber auch Berlin. Berlin ist nur mal als Mikrokosmos geteilt. Oui, voilà. Alors Berlin, qui était jusqu'alors la capitale de l'Allemagne, est une exception. Monsieur Bouillon mentionne que à l'époque Berlin était vraiment une capitale culturelle très très importante. On disait d'un trait Paris, Londres, Berlin. Pour donner l'importance de la ville. Donc Berlin, en tant que tel, a aussi été divisé en 4 zones, était divisé en 4 zones, et donc la partie russe, a aussi été séparée, comme pour le grand pays. Donc on a reproduit en petit ce qu'on avait fait en grand en Allemagne. Und jetzt, das ist wichtig, nämlich, wir sind 1945, 1949, Deutschland ist total zerstört. Eine Stadt wie Dresden, da steht kein Haus mehr. Normal, die Deutschen hatten einen totalen Krieg verursacht. Die Alliierten haben Dresden von der Karte gestrichen. Phosphorbomben und so weiter. Also, die Stadt ist total zerstört. Berlin ist total zerstört. Und jetzt beschließen die Russen 1949, um zu testen, dass sie Berlin abschließen von der Welt. Sie schließen Berlin ab, das heißt, nichts kommt mehr über die Straße oder über den Zug nach Berlin. Was machen die Alliierten? Sie machen die Luftbrücke. Das heißt, sie fliegen alles. Kohle, Stahl, Nahrung, alles nach Berlin ein. Und sie versorgen Berlin, um zu zeigen, wir lassen Berlin nicht fallen. Resultat, die Russen geben auf. Sie lassen Berlin
wieder versorgt werden über Straßen und Bahnen und so weiter. Oui, alors il faut s'imaginer l'Allemagne entre 1945 et 1949 qui était vraiment totalement anéantie. Par exemple, à Dresden, plus une seule maison ne tenait debout. Berlin aussi était totalement détruite suite à la guerre totale déclarée justement par les Allemands. Donc, il y a eu une volonté de l'Ouest quand même. J'ai oublié un point d'abord. Les Russes ont essayé d'isoler Berlin du reste, puisque Berlin est une enclave dans le bloc de l'Est. Ça n'a pas réussi car l'Allemagne de l'Ouest, on va dire le camp de l'Ouest, n'a pas laissé faire les Russes. Donc ils ont organisé un pont aérien puisque plus rien ne passait par les routes, comme les Russes avaient tout fermé. Ils ont le camp de l'Ouest a donc organisé un pont aérien pour que toutes les denrées alimentaires, tout ce qui fait partie de besoins vitaux pour le quotidien, puisse quand même arriver à Berlin et que les gens survivent. Sehr, sehr gut. Sie machen das sehr gut. 1949, also die Russen geben auf und jetzt fängt die Nachkriegsgeschichte von Deutschland an, nämlich auf der einen Seite 1949 das Datum, bildet man die Bundesrepublik Deutschland, auf der anderen Seite bildet man die Deutsche Demokratische Republik. Hier, ab 1949, gibt es offiziell und politisch zwei Teile in Deutschland. Die Bundesrepublik ist auf einer Basis der Bundesländer, es gibt 11 Bundesländer aufgebaut. Die Hauptstadt ist eine kleine Provinzstadt, das ist Bonn. Man kann lange erzählen, warum Bonn. Und die Hauptstadt von der DDR ist Berlin. Berlin bekommt eine Regelung von den Russen, wo Berlin eigentlich als Planwirtschaft aufgebaut wird. Ich erkläre das danach. Ja. Oui, alors à partir de 1949, officiellement, les deux Allemagnes se constituent en Allemagne de l'Ouest, qui est constituée de 11 Länder, et en Allemagne, en République démocratique allemande, donc pour ce qui est du bloc de l'Est. La République fédérale allemande, donc l'Ouest, a comme capitale Bonn, sans entrer dans les détails, et par contre en RDA, donc pour le bloc de l'Est, la capitale devient Berlin. Et par contre, Planwirtschaft, comment on traduit ça? Je vais y venir. Im Westen und im Osten gibt es natürlich erstens mal verschiedene militärische Allianzen. Der Osten gehört dem Ostblock, wie wir sagen, also dem Warschauer Pakt, wie das heißt. Also ist Alliierter für die Historiker von Russland. Und der Westen gehört der NATO, also Amerikaner und so weiter. Aber die zwei Wirtschaftssysteme sind grundsätzlich verschieden. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir den Bundeskanzler Adenauer mit Ludwig Erhard, das ist wichtig. Ludwig Erhard ist der Vater des Wirtschaftswunders. Die Bundesrepublik funktioniert als eine Marktwirtschaft, das heißt, jeder kann machen, kaufen, produzieren, was er will. Und das Land bekommt damals die Hilfe der Amerikaner in der Form des Marshallplans. Es ist nicht Tirupo, der den erfunden hat, sondern hat den so genannt, wie damals der Marshallplan Europa wieder aufgebaut hat. Also alles funktioniert nach den Gesetzen des freien Markts. Jeder darf einen Betrieb gründen,
auf eine private Initiative haben. Dagegen haben wir im Osten die Planwirtschaft. Da besitzt der Staat alles und der Staat plant, was produziert wird. Es gibt wenig Privatbesitz. Der Staat organisiert das Leben, das Wirtschaftsleben der Menschen. Und wir haben in Deutschland also eine Art Labor, wo man im Westen sehen wird, wie es funktioniert, und im Osten. Oui, donc suite à la décision politique, l'économie la vie économique des deux Allemagnes est très différente, organisée de manière différente, car chacune avec des alliés différents, l'allié de l'Ouest étant donc tous les autres pays qui ont vaincu, donc France, etc., Angleterre, Amérique, c'était rattaché à l'OTAN, c'est juste. Et pour ce qui est de l'Est, c'était donc rattaché au bloc russe avec et le pacte de Varsovie. Merci. Et donc, pour ce qui est de l'Allemagne de l'Ouest, l'économie de marché, si je ne me trompe pas, s'est développée. Donc l'économie telle qu'on la voit, telle qu'on la connaît ici, on peut tout acheter, on peut tout produire, on est libre, etc. Un chancelier était à la tête, le chancelier Adenauer était à la tête du pays. Et pour ce qui est du bloc de l'Allemagne de l'Est, je ne sais pas comment traduire ça. L'économie planifiée. Économie planifiée, voilà. Donc l'économie était il y avait l'économie planifiée par Moscou qui décidait de tout et sans liberté aucune pour les gens. S'il y avait encore un point important, c'est tout, ça va. Im Westen hatte man politische Parteien, im Osten hatte man nur eine Partei, die SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED. Und der Führer des Landes war der Sekretär der Partei, der erste Sekretär der Partei. Also kein gewählter Präsident, kein gewählter Kanzler, wie er in Deutschland heißt. Sehr schnell merkt man in den 50er Jahren, dass in Westdeutschland ein Wohlstand entsteht. Also die Westdeutschen fangen an, den Krieg langsam zu vergessen. Sie erleben den Wohlstand wieder, wie er damals auch, würde ich sagen, in Westeuropa entstand, mit einer Menge Konsumdinge, die man kaufen konnte. Und die Deutschen erlebten also praktisch ein sogenanntes Wirtschaftswunder. Es ging schnell bergauf, man kann sagen, Ende der 50er Jahre war man in Westdeutschland wohlhabend. Dagegen funktionierte die Planwirtschaft im Osten lange nicht so gut. Die Leute hatten viel weniger Dinge und sie konnten also sich weniger leisten. Und viele von ihnen verließen damals ganz einfach, friedlich, locker Ostdeutschland. Sie sagten einfach, hier kann man so nicht weiterleben. Unter anderem ich nehme eine Persönlichkeit, ein Mann, der später Außenminister wird, das ist der Herr Genscher, der hat bis so viele Jahre in Halle gelebt, hat gesagt, nee, hier mache ich nicht weiter, ich ziehe um nach Westdeutschland. Wir haben also einen Strom von Menschen, die den Osten verlassen und nach Westdeutschland. Oui, donc la vie économique marque de chaque Allemagne marque profondément en fait les gens. Je suis en train de réfléchir pour résumer. Donc en résumé, en Allemagne de l'Est on vit très bien. Les gens ont tous les biens de consommation de l'Ouest, ont tout, donc à l'Ouest, de notre côté.
Les gens ont tout ce dont ils ont besoin, tous les biens de consommation possibles et imaginables sont accessibles. Donc vraiment, le bien-être augmente très rapidement. Déjà dans les années 50, les gens commencent lentement à oublier la guerre. Par contre, dans la RDA, à l'Est, donc, l'économie planifiée ne fonctionne pas très bien au début. Les gens n'ont pas tout ce dont ils pourraient désirer. Donc certains ne sont vraiment pas heureux de vivre là, et surtout ils peuvent comparer avec l'autre partie du pays où les choses vont beaucoup mieux. Donc ceci incite les gens, les Allemands de l'Est, à passer de l'autre côté. Donc vraiment énormément de gens décident d'aller en Allemagne de l'Ouest pour vivre mieux, dont une personnalité connue, Genscher, qui était aussi secrétaire du SDD. Qui est devenu après ministre des Affaires étrangères. Voilà, qui est devenu. Voilà. Wie kann man den Fall der Mauer erklären? Ja, also zuerst mal, die Leute sind geflohen und jetzt wird die Mauer gebaut und danach erklären wir, wie die Mauer gefallen ist. Die Mauer wird gebaut, warum? Um einfach diesen Strom der Menschen, die Deutschland verlassen, zu stoppen. Man baut eine Mauer durch Berlin, aber auch rund um Berlin. Das heißt, und rund um die DDR. Das heißt, man isoliert voll und ganz die Menschen, die Bürger der DDR. Die Mauer wurde gebaut, ich habe Ostberlin Berlin damals zweimal besucht. Sie müssen sich das vorstellen. Wenn wir Berlin wären, dann hätten Sie eventuell in dem Fall, wenn das die Grenze war, die Mauer so einfach durch das Gebäude da. Und Schluss. Und Sie können einfach nicht mehr rüber. Das war, wie die Mauer funktionierte. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Ich habe die U-Bahn genommen in Berlin. Die U-Bahn fuhr über die alte Strecke, aber alle Bahnhöfe waren geschlossen. Bis auf einen. Das war Friedrichstraße. Da durfte man raus, aber nicht, wenn man Deutscher war. Oui, alors pour empêcher les Allemands de l'Est de partir, d'émigrer à l'Ouest, les autorités ont décidé de construire des murs. Donc il y a eu un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, au centre de la ville, mais aussi tout autour de la ville. Et l'Allemagne de l'Est, la RDA, a aussi été emmurée, donc isolée de cette manière-là physiquement. Et le mur, c'est vraiment quelque chose de très, très étrange. Monsieur Bouillon mentionne le fait que la séparation est finalement dure, hein, très dure, très radicale. C'est-à-dire qu'on trace une ligne et si un bâtiment se trouve là, eh bien on emmure le bâtiment. Ça veut dire qu'ici on pourrait très bien être à l'ouest et l'autre aile du bâtiment, eh ben elle serait séparée par le mur et elle se trouverait à l'ouest. Aussi comme le métro, on pouvait prendre le métro qui ne s'arrêtait plus aux anciennes stations de métro. On ne pouvait plus y descendre, sauf une où on pouvait descendre si on n'était pas allemand. Also sehr wichtig, dass Sie verstehen, wie die Deutschen das erlebt haben. 1961, sagen wir sind 1970 für einen Westdeutschen, war das hoffnungslos. Man sagt sich, das ist für immer so. Für immer bleibt diese Teilung und für einige war es so, dass die Eltern im Osten waren, die Kinder im Westen oder umgekehrt. Oder ein Schüler hat mal erzählt, ich musste aus dem Osten
in den Westen zur Schule. Als ich zurückkam, war die Mauer da. Konnte nicht mehr nach Hause. Und so Schicksale hatten sie sehr viele. Also Deutschland war nicht nur ein geteiltes Land, Deutschland war auch ein geteiltes Volk. Das heißt, man konnte nicht mehr miteinander reden. Und sogar war es schwer, überhaupt miteinander zu kommunizieren, zu schreiben, zu telefonieren. Das alles ging nicht. Es war eine harte und scheinbar définitive Trennung. Donc le mur implique beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement une séparation physique, c'est aussi une séparation de communication. Il y a des histoires terribles qui sont produites pour énormément de familles, dont par exemple un étudiant qui a raconté que lui allait à l'école dans la partie ouest. Quand il a voulu revenir, eh bien, il n'a pas pu parce que le mur était là. Il y a aussi des familles qui ont été séparées, l'une habitant du côté ouest et l'autre du côté est. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de drames familiaux pour les Allemands. La communication a été rendue impossible aussi. Les Allemands ne pouvaient plus communiquer, ceux de l'Est et de l'Ouest ne pouvaient plus communiquer. Voilà. Et donc il faut vraiment s'imaginer deux peuples. Il y a les Allemands de l'Ouest et les Allemands de l'Est. C'est un peuple vraiment divisé par ce mur, séparé et parfois de manière terrible. Also, das ist die Situation. Und damals sagt man sich, das wird nie mehr ändern. Der bedeutendste Kanzler in dieser Zeit ist Willy Brandt. Willy Brandt sagt sich, unsere Politik wird jetzt sein, mit dem Osten zu verhandeln. Wir haben keine andere Wahl und er macht die sogenannte Ostpolitik. Realpolitik, wo man beschließt, einfach den Osten zu erkennen, anzuerkennen und auch die endgültige Grenze, die also sehr stark am Westen verschoben wurde, die Oder-Neiße-Grenze, also das zu akzeptieren und dadurch bekommt Willy Brandt die Möglichkeit, dass irgendwann die Deutschen doch Besuche abstatten können in ihrer Familie und man freut sich schon riesig, dass das passieren kann. Also dass die Menschen sich durch die Ostpolitik von Willy Brandt wiederfinden können. Oui, alors vous imaginez bien que cette situation est intenable et le chancelier de la RFA, Willy Brandt, a essayé de faire quelque chose pour la population. Donc il a décidé maintenant, ça ne va plus, il faut vraiment négocier avec la RDA, avec le côté Est, pour arriver à des accords. Et l'une des choses qui était primordiale, c'était donc de pouvoir rétablir la communication, entre autres entre les familles, pour que les familles puissent continuer à se voir, etc. Et il a finalement réussi à obtenir son accord, je pense que c'est dans les années 70. Donc les familles de l'Ouest pouvaient se rendre à l'Est pour rendre visite à leurs proches. Und jetzt geschieht etwas ziemlich Unerwartetes, nämlich im Osten gibt es eine Änderung. Ich wiederhole ganz kurz, es gab verschiedene Revolten oder Revolutionen. 1953 in Berlin, Invasion der Truppen, russische Warschauer Pakt, russische Truppen kommen nach Berlin. 56 Budapest, Ungarn ebenfalls. 68 Tschechoslowakei, besetzt von den Russen. Und man sagt sich, hier wird nie was ändern. Doch es ändert sich etwas, wo, wann. Das ist da, wo der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist, in Danzig. In Danzig haben wir einen Mann, der Gewerkschaftsführer ist auf einer Werft, Schwarzener Wald, das ist Lech Walesa, und dieser Mann macht einen Kampf gegen das russische Regime, gegen das polnische Regime zuerst. Aber
Die Russen haben langsam ihre Politik geändert. Man hatte immer sehr, sehr alte Führer. Und auf einmal ist ein neuer Mann gekommen, Gorbatschow. Gorbatschow hat gesagt, unser System funktioniert nicht mehr. Und es funktioniert nicht mehr. Und er führt zwei neue Prinzipien ein: Perestroika, Umstrukturierung, und Glasnost, Transparenz. Und diese Änderung der russischen Politik führt dazu, dass die Polen allein ihr Problem lösen müssen. Und es ist überraschend, der Staat gewinnt nicht gegen die Menschen, gegen die Leute. Danach passiert Ähnliches in der Tschechoslowakei, in Ungarn. Und die Völker stellen fest, wir können allein etwas gegen das tun, was uns hier zwingt, so und so zu handeln. Wir können etwas gegen diese Führer tun, mit denen wir nicht mehr einverstanden sind. Und die Menschen, die große Menge der Menschen fängt an, auszudrücken, was sie fühlen, was sie wünschen. Und die Deutschen drücken das aus in dem Satz, wir sind das Volk. Danach, wir sind ein Volk. Und man zeigt damit, dass man eigentlich als Volk etwas anderes wünscht, als die politischen Kader, die das Land führen. Oui, alors, malgré les visites, on avait l'impression que rien ne changerait jamais, que le monde serait toujours divisé en deux. Et malgré cela, il y avait eu quelques révoltes aussi à Prague, à Berlin, à je ne sais plus, Budapest, oui, qui ont été annihilés en fait par les Russes. Donc on avait vraiment l'impression que ça ne changera jamais. Pourtant, il y a eu quelqu'un, Lech Walesa à Danzig, qui était un ouvrier travaillant sur un chantier naval, qui a commencé à faire changer les choses, à faire bouger les choses, et ainsi de suite. C'est vrai qu'en Russie, avant, tous les dirigeants du parti étaient très très vieux. Et puis, à un moment donné, un nouveau dirigeant est venu, un peu plus jeune, un peu plus ouvert, Gorbatchev, et lui a aussi instauré deux grands changements dans le fonctionnement du parti, parce que ça n'allait plus. D'une part, la perestroïka et aussi la glasnost. Donc la transparence pour la glasnost et la comment on appelle ça, reconstruction pour la perestroïka. Donc il y avait un dirigeant russe qui a quand même laissé un peu plus de libre arbitre aux différents pays du bloc de l'Est, et ça a permis à la Pologne, donc entre autres à Lech Walesa, d'entreprendre vraiment les changements qu'il voulait, et ensuite la Hongrie a suivi, et après la Hongrie, l'Allemagne aussi, enfin les autres pays ont commencé à bouger, l'Allemagne aussi, et les Allemands ont commencé aussi à dire nous sommes le peuple, donc, et nous sommes un peuple aussi. Donc. Also eigentlich das sollte man sehr, sehr stark betonen, dass durch den Druck des Volkes, dass die Deutschen eigentlich in dem Moment den Fall der Mauer erlebt haben. Der Druck war so stark, man hat befürchtet, man könnte schießen. Und alle Leute, die auf der Straße waren und den Fall der Mauer wollten, haben etwas riskiert. Sie haben etwas riskiert für ihre Freiheit. Aber am 9. November 1989 öffnet sich diese Mauer. Und jetzt kommt etwas Wichtiges hinzu. Nämlich mit dem Fall der Mauer war es noch lange nicht klar, dass Deutschland wieder vereint würde. Es ist die Politik von Helmut Kohl, man sagt es heute nicht genug, die Politik von Helmut Kohl, der sehr schnell durchgesetzt hat, dass man eigentlich die zwei deutschen Völker wieder vereint. Jetzt gebe ich mal meine persönliche Interpretation, die steht nicht so in den Büchern. Die deutsche Wiedervereinigung ist ein romantischer Akt, nämlich die Deutschen haben immer geträumt, ein Volk zu sein. Genau wie die Belgier träumen, zwei Völker zu sein, gewissermaßen. Aber es ist der Wunsch, es war der Wunsch der Deutschen, und die war sehr, sehr, sehr teuer, diese Wiedervereinigung. Und nur weil man es will, wenn man wirklich will, eine Nation zu bilden, kann so etwas funktionieren.
Oui, donc où est-ce qu'on en était déjà au début? Vous avez commencé par moi, j'ai un blanc. J'ai dit que la réunification est une volonté du peuple. Voilà. La réunification allemande, mais merci beaucoup de toute façon, la réunification allemande était quand même finalement l'effet, ou en tout cas la chute du mur était l'effet de la volonté du peuple. Il faut vous dire que ces gens-là allaient tous les lundis, je pense, dans les principales villes, sur les rues, en disant on est le peuple. Et derrière, les policiers étaient là pour tirer dessus. Ça, on le sait maintenant. Mais jamais ils n'ont osé tirer sur le peuple, parce qu'il y en avait tellement, et c'est une telle force. Et donc, le mur s'est ouvert. Vous avez vu les péripéties, comment ça s'est fait. C'est finalement, à la limite, c'est le type qui était là, le planton qui était là, qui avait la charge de veiller sur la barrière du mur, qui l'a ouvert, hein, parce qu'il y avait aussi toute une volonté derrière, etc. Il a lui-même raconté ça récemment. Donc, mais il n'y avait plus d'autres réactions politiques. Donc le mur s'ouvre, et c'est tout de suite la politique de Helmut Kohl qui va faire en sorte que l'Allemagne va être réunifiée politiquement, parce qu'on aurait pu laisser l'Allemagne en deux parties. D'ailleurs, dans le fin fond du fond, c'était ce que voulait Mitterrand. C'était quand même la vieille rivalité France-Allemagne. Il a été de loin le plus hésitant à permettre aux Allemands de se réunifier. Maintenant, officiellement, on dit c'est parce qu'il les a forcés à accepter la frontière de l'Est et l'Oder-Neisse par rapport à la Pologne. Mais c'est surtout, bon, il fallait vaincre une rivalité vieille de 1000 ans. Il l'a fait, tant mieux. Et donc l'Allemagne a pu se réunifier politiquement. Et personnellement, j'observe le phénomène depuis longtemps. J'observe des peuples qui se séparent, comme les Tchèques et les Slovaques. C'est toujours parce qu'on ne veut pas être ensemble. En Belgique aussi, on ne sait pas très bien si on veut être ensemble ou pas. Mais en tout cas, les Allemands, pour moi, l'acte de base, la réunification, était un acte, je dirais, romantique, dans le sens que c'est vraiment une question sentimentale. On a envie de rester attaché avec l'Allemagne de l'Est. Et donc, on paye le prix, parce que le prix à payer pour la réunification de l'Allemagne est gigantesque. Il est gigantesque. Et on paye le prix. Je vais entrer dans le détail, mais c'est une dernière question. Wie wurde die Lage seit 20 Jahren erklärt? Also, seit 20 Jahren ist Deutschland dabei, wieder vereint zu werden. Wieder vereint, das heißt, man muss zuerst ganz Ostdeutschland aufbauen. Man muss es privatisieren. Privatisieren ist technisch sehr schwer. Aber die Deutschen haben den Prozess schon beendet. Alle Staatsbetriebe sind heute Privatbetriebe. Der Preis ist hoch, es gibt Arbeitslosigkeit, aber nicht überall. Es gibt einen Unterschied in den Ländern, wie sie sich entwickelt haben. Der Norden von Ostdeutschland ist ärmer, der Süden von Ostdeutschland ist heute fast so reich, Thüringen, Sachsen, wie der Rest der Bundesrepublik. Also der Preis war hoch, aber man ist dabei, wieder einen Staat zu bilden, ein Staat, der funktioniert. Und danach eine letzte Bemerkung von Klassik. Donc la question était qu'est-ce qui se passe maintenant depuis 20 ans, depuis la réunification? L'Allemagne essaye de se reconstruire, donc toutes les entreprises d'État qui existaient à l'Est ont été privatisées. Actuellement, le processus est terminé, mais cette privatisation va aussi avec des avantages, notamment le chômage. Donc, ce qui fait que du côté de l'Est, ils sont restés quand même un peu plus pauvres, notamment au nord de l'ancienne Allemagne de l'Est, ils sont plus pauvres. Au sud de l'ancienne Allemagne de l'Est, la richesse est pratiquement la même qu'en Allemagne de l'Ouest. Voilà, alors je propose, faute de temps, parce que le sujet est immense et passionnant, de laisser la parole aux étudiants dès maintenant. Je remercie donc M. Bouillon pour son exposé que je voudrais dire
extrêmement pédagogique, il a utilisé des mots simples, ce qui m'a permis de tout comprendre, alors que quand je regarde des films à la télévision, je ne comprends que la moitié en général, mais ici, ça m'a rassuré un petit peu. Mais je sais que c'est une pure illusion, parce que quand on apprend les Allemands, ils ne parlent pas aussi lentement et avec des mots aussi simples. Donc, il faudrait que je retravaille mon allemand de toute façon. Voilà, donc j'ai trois souvenirs qui me sont venus à l'esprit en vous entendant, et puis je sais bien sûr la parole aux étudiants. C'est d'une part quand j'étais en Allemagne avant la chute du mur, c'est-à-dire en 88, j'ai visité Berlin-Ouest et Berlin-Est à ce moment-là, et il y avait deux choses qui m'avaient frappé, qui m'avaient choqué. Tout d'abord, c'était à Berlin-Ouest, les guides nous faisaient monter sur un échafaudage à proximité du mur pour nous montrer Berlin-Est comme s'il s'agissait d'un zoo. Moi, j'ai trouvé ça très choquant. Et d'autre part, de l'autre côté du mur, donc après avoir passé chez Charlie, je logeais dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Continental, si mes souvenirs sont bons, enfin c'était un hôtel pour étrangers. Et là, ce qui m'a choqué, donc c'était à l'époque d'Honecker, c'est que dans l'hôtel, il y avait des prostituées d'État. Et ça, je dois dire que bon, moi, je suis plutôt un homme de gauche, pas communiste, mais enfin, de voir qu'un régime qui est censé travailler pour le bonheur des gens, qui est censé émanciper les êtres humains, utilisait des prostituées pour faire rentrer des devises. Et ça m'a vraiment choqué. C'était 1 an avant la chute du mur. Et alors, enfin, dernière réflexion, je voudrais vous dire que lorsque le 9 novembre 89, à 7h du matin, j'avais mon radio-réveil, c'était à 7h du matin ce jour-là, le premier mot que j'ai entendu, c'était Freiheit. Et ça m'a vraiment ému aux larmes, j'ai vraiment pleuré à ce moment-là, et ça m'a fait penser au Fidelio de Beethoven, enfin voilà. Maintenant, je cède la parole, peut-être d'abord à mes étudiants, parce que comme ils sont, et puis je céderai la parole, voilà, tout ça. Alors, mes étudiants d'histoire géo, vous avez peut-être une question à poser à monsieur qui va vous répondre en français, bien entendu. Là. Voilà. Alors, j'en vois deux. Il y a Fanny et il y a François. On commence par Fanny. Quand vous parlez donc, de ce mur, tout ça, vous l'avez vu, vous l'avez vécu? Merci de poser cette question. Oui, effectivement, je l'ai vu. Et je partage un peu le sentiment de M. Dufay. Donc, la toute première fois qu'on voit le mur, il faut quand même bien dire qu'il est très choquant. Il est très choquant parce qu'en somme, vous prenez, c'est comme ça que je l'ai vécu moi. Et je prends ma carte, je suis près de l'hôtel, je me dis, tiens, je vais faire un raccourci. Peut-être ma carte n'était pas tout à fait à jour. Pof! Vous êtes devant un mur, vous ne pouvez pas continuer parce que la ville est coupée là. Et alors, moi, puisque vous avez cette gentillesse de me poser la question sur ma propre expérience, vous voyez la tour de Brandebourg, hein, la tour de Brandebourg sur laquelle les Pink Floyd ont joué un jour pour donner la musique aux gens. Ils étaient à l'Est et ils avaient un concert gratuit. Donc je trouve ça magnifique, rien que pour ça, il faut aimer les Pink Floyd. Et alors, cette porte de Brandebourg, qui était au fond le symbole de la liberté, j'ai vu d'un côté et de l'autre, et symboliquement, il n'y avait pas de mur dans la porte de Brandebourg, mais il était devant, et vous ne pouviez jamais la passer. Et je disais comme, d'abord, j'ai entendu la même émission, et j'ai eu le même sursaut, parce que je me dis, c'était pas possible, c'est allé tellement vite, et on se réjouissait pour eux. Et en même temps, je me dis que quand j'ai passé la première fois la porte de Brandebourg en dessous, c'était une conférence il y a 2-3 ans du côté est, et je voyais la porte de Brandebourg, ça vous donne une impression de liberté, vous avez l'impression qu'une grande page est tournée. Et alors, pour commenter un peu ce que M. Dufay vient de dire, je peux aller dans le sens de ce qu'il dit, parce que je peux comprendre que je suis un homme de gauche. Et en fait, on a forgé un nouveau terme maintenant en Allemagne qui s'appelle nostalgie, de nostalgie, hein, la nostalgie, et par rapport à Ost. Et ça veut dire que tout n'était pas mauvais tout de même. Là. Et donc, dans le régime, il y avait tout de même un certain nombre de choses qui étaient peut-être pas mauvaises. Par exemple, les soins, etc. Il y avait une plus grande, une impression de plus grande distribution équitable entre classes, etc. Évidemment, il manquait l'essentiel, l'autre mot que M. Dufay utilisait, c'est la liberté. C'est-à-dire la liberté, vous ne l'aviez pas. Et certainement pas la liberté de vous exprimer,
Parce que même là, j'ai été donc à l'Est également, vous avez l'impression d'être surveillé, etc. Donc, même quand vous faisiez une visite d'un jour, voilà. Et ce mur, vous pouvez encore à peine le voir. Parfois, c'est dommage qu'on y aille si vite. Il y a 2-3 bouts de 50 mètres qui sont restés, mais ça ne donne plus l'impression du mur. Oui. Oui, vas-y. Par rapport à ce mur, généralement, et moi les souvenirs que j'en ai par rapport à ce que j'ai pu voir à la télévision et tout ça, on montre un mur simple. Et ici, dernièrement, pour l'anniversaire justement de l'immeuble, il y a un reportage télévision qui montrait qu'en fait, il y avait 12 étapes si on voulait franchir ce mur. Mais ces 12 étapes, elles n'étaient pas présentes partout tout le long du mur. Si quand même là, les endroits où vous aviez la possibilité éventuellement de passer, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont creusé des tunnels, etc. Alors, si vous allez par exemple aujourd'hui d'Allemagne de l'ouest vers l'Allemagne de l'est, à un moment donné, on vous indique qu'ici il y avait une frontière. Mais en race campagne, vous aviez par exemple quelque chose qui était visible, c'était les barbelés. Et autour des barbelés, vous aviez des mines auto-explosives, etc. Donc vous avez beaucoup de dispositifs qui tuaient quand même les gens qui essayaient de s'enfuir. Et oui, si. François, je te cède la parole. Je vais demander si la conférence de Yalta peut être considérée comme le début de la guerre froide en fait. Parce que la division de l'Allemagne, justement, c'est un peu agressif, je trouve. Oui, c'est une excellente question d'historien. Je vous inviterai d'ailleurs à l'approfondir. Donc, ce qui s'y est passé, bon, on ne le sait peut-être pas non plus dans tous les détails, mais il se fait que, malgré tout, il est assez frappant de voir que des régimes fortement opposés se soient retrouvés à la fin de la guerre pour régler la fin de la guerre. Et en tout cas, ce qu'on sait presque à coup sûr, c'est qu'ils se sont mis d'accord, du moins, pour la division de l'Allemagne. Et la division de l'Allemagne, c'était au fond en zone d'influence, mais qui plus tard allait apparaître comme les zones d'influence du monde. Il ne faut pas oublier que les Russes ont, quant à eux, libéré tous les autres pays du bloc de l'Est, et donc les ont occupés, et que, quelque part, lorsque vous regardez l'occupation de Vienne, l'occupation de l'Autriche, l'occupation de l'ancien empire austro-hongrois, ils ont fameusement mis la main là-dessus. Et donc, c'est aussi un éclatement économique. Alors, pour aller pour répondre quand même très très rapidement un peu plus loin, il y a quelques années, donc je suis membre du conseil allemand de l'orthographe, donc on est à 39 à modifier l'orthographe allemande, il y a des Autrichiens là-dedans, et on était invités en Autriche chez le ministre de l'enseignement, qui en plus nous montrait Vienne, etc. Et Vienne était à nos pieds. Et puis fièrement, il a dit, mais vous savez, les Hongrois et partout ailleurs, parce qu'il était aussi le PDG d'une société d'assurance, on a racheté tout ça. Et donc, c'est bien la preuve. On a cassé économiquement, on a fracturé en tout cas l'Europe là, avec des velléités de domination, et dès que le mur est tombé, l'ancienne Europe centrale se reconstitue petit à petit, en tout cas économiquement. Et c'est pour ça que les Allemands font un bon coup, parce qu'avec l'Allemagne de l'Est développée, avec l'Autriche évidemment dans l'Europe, la Hongrie qui n'est pas rien, eh bien on développe tout l'Est de l'Europe et on a là un marché économique gigantesque. Donc maintenant ça se fait en temps de paix. Donc votre question, à mon avis, contenait ça. Donc on a cassé l'Europe, mais ça se refait naturellement. Je ne sais pas si ça répond. Donc, en un mot, il y a la conférence de Yalta, il ne faut pas oublier aussi la conférence de Potsdam au mois de juillet 1945, où là on a vraiment réparti. Alors je vais donner la parole à Résus. Moi c'était par rapport, après le chute du mur de Berlin, s'il y a eu conflit entre Ouest et Est, comme il ne savait pas se voir quand il y avait le mur, est-ce qu'après la chute, il y a eu réconciliation entre peuple de l'Ouest et peuple Est? Oui, j'aime beaucoup cette question. Il ne faut pas oublier une chose. La toute première chose que Willy Brandt a fait à un moment donné, il est allé s'agenouiller à Varsovie
devant le monument aux morts. Et donc, quelque part, il a pris sur lui toute la culpabilité, ou en tout cas la responsabilité de l'Allemagne par rapport à ce que les Allemands ont fait aux gens de l'Est. Et donc ça, c'est la réconciliation de l'Allemagne avec l'ensemble de ses voisins. Alors plus largement, à mon avis, bon, moi j'ai eu la chance une fois d'avoir une conférence en direct, comme ça, presque à cette distance avec Gorbatchev. J'ai été extrêmement remué par ce que cet homme a dit. Moi, je crois que cet homme s'est pas non plus nécessairement rendu compte de l'incroyable bouleversement qu'il a eu dans le monde, mais en Allemagne, c'est un mythe, c'est un héros, c'est incroyable, c'est lui qui a permis la chose. Et donc, sa non-intervention, c'est-à-dire à celle à laquelle on s'attendait, a permis à tous ces peuples-là d'aller choisir leur propre destinée. Et donc, je dirais, l'Est de l'Europe me paraît beaucoup moins offensif que dans le passé, d'autant plus qu'un petit exemple comme ça, l'ancien chancelier Schröder, un peu désœuvré à la fin puisqu'il n'a pas été réélu, mais il est le PDG de Gazprom. Donc on finit par s'entendre quelque part dans le business. Et donc je pense que là, il y a une forme de choix, de type de société qui s'est fait sans grande opposition. Non, moi j'ai senti à l'époque, en lisant les journaux, mais peut-être que je me trompe, que le plus réticent était finalement Mitterrand. Donc, descendant des rois de France, et finalement, il pouvait difficilement laisser passer ça comme ça. Ouais. Un peu provocateur, mais... Je propose à François de formuler la dernière question. Voilà, donc effectivement, comme je suis moi-même allé à Berlin, on s'en rend bien compte effectivement qu'il n'y avait plus beaucoup de maisons, tout du moins une seule que j'ai vue qui datait d'avant la guerre. Mais en ce qui concerne réellement la reconstruction même de la ville, les Américains y ont investi par le biais du plan Marshall. Mais est-ce que les Russes y ont investi aussi, étant donné qu'ils avaient leur partie du territoire? Et ça, je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque investissement. Très très bonne question de nouveau, là, parce que, non, en fait, ce que j'ai vu moi des Russes, c'est presque anecdotique pour raconter votre voyage à Berlin. Moi, la première fois que je suis allé, on ne m'a pas montré grand-chose, puisqu'il y avait une visite guidée à Berlin-Est, ça devait être en 1975, 75, et donc, et on est resté pendant 1 heure sur le cimetière des soldats russes tués pour libérer l'Allemagne. Donc on nous a lâchés sous ce cimetière. Et donc moi j'ai rien vu d'autre. Et donc l'Allemagne de l'Est était, du point de vue de l'investissement, en tout cas du développement, avait un retard technologique et surtout un retard. La première fois que j'ai traversé une partie de l'Allemagne de l'Est, vous avez des entreprises polluantes, mais vraiment... C'était effrayant, hein. Il y avait des régions dans lesquelles vous avez l'impression d'être sur la Lune, c'était des régions lunaires, tellement on produisait et on ne regardait pas trop aux dégâts écologiques qu'on provoquait. Donc, moi, les Russes, généralement, ils avaient avec les peuples avec lesquels ils pratiquaient un échange à leur avantage. Je pense pouvoir dire ça et profiter de leur supériorité militaire. Oui, je voulais simplement ajouter à ce qui vient d'être dit pour répondre un peu à la question de François, c'est que pour ne pas être en reste, en tout cas par rapport à l'étranger, pour donner une image positive à Berlin-Est, on a quand même embelli et construit la Karl-Marx-Allee du côté d'Unter-den-Linden pour prolonger enfin le cours Source-Dame, pour avoir l'équivalent des Champs-Élysées, si je puis dire. Mais ça, c'était un peu du tape à l'œil. C'était pour l'étranger, il fallait avoir une image. Voilà. Oui, Palace des Républiques, qui voilà, on parlait de la République, on a détruit, effectivement. Voilà. Alors je vous propose de terminer ici. Je vais peut-être, comme à l'habitude, montrer à l'intention de mes étudiants d'histoire 2 ou 3 livres. Ben oui, vous connaissez. Hein. Je tiens absolument à ce que vous fassiez de la formation continue pendant les vacances. Voilà.
Et donc, je vais vous montrer très rapidement un ouvrage dans la collection Nouvelle Clio, dont moi je me sers pour mes propres cours sur l'unification allemande au XIXe siècle et pour le XXe siècle, de François-Georges Dreyfus, c'est bien un Français, hein, l'Allemagne contemporaine 1815-1990, donc dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. Alors, depuis quelques mois, depuis 2 ou 3 mois, de nombreuses revues ont eu des numéros spéciaux consacrés à la chute du mur. Moi, je vous conseille, parmi beaucoup d'autres, le numéro d'octobre 2009 que vous trouvez à la bibliothèque de l'école de la revue d'Histoire, le mur de Berlin 1961-1989. Vous y trouvez également toute l'histoire de la République démocratique allemande. C'est intéressant. Et enfin, pour terminer, parce que ça concerne l'époque qui a été traitée ici, l'époque d'après-guerre, les entretiens entre un géant de la littérature allemande de la deuxième moitié du XXe siècle, de Heinrich Böll, entretien avec René Vinzen, une mémoire allemande parue au Seuil. Je remercie définitivement cette fois M. Bouillon pour son exposé et pour d'avoir bien voulu répondre aux